Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et avec ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes conseils pour vous aider vous aussi à organiser votre mariage éco-responsable. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Un petit temps que vous prenez pour vous, toutes les 2 semaines, pour vous ressourcer tout en faisant le plein d'astuces et d'énergie pour qu'après chaque épisode, vous puissiez vous rapprocher un peu plus du mariage de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, prenez de quoi vous mettre à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme aujourd'hui. Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce 2e épisode de podcast, donc le 2e épisode des 3 épisodes introductifs de mon podcast Mariage engagé qui sont disponibles à son lancement le 10 juin. Donc évidemment je ne les enregistre pas le 10 juin, je les enregistre avec quelques semaines d'avance, mais pour vous si vous les écoutez le jour de la publication, normalement c'est le 10 juin. Ces épisodes sont doublement introductifs puisque non seulement ils me servent à vous présenter mon podcast et des sujets desquels je serai amenée à parler au fur et à mesure des épisodes, mais aussi j'avais à cœur de commencer ce podcast avec des épisodes en vous donnant des conseils sur les choses que vous devez faire au début de préparatifs de mariage, des questions que vous devez vous poser puisque pour moi c'est un peu symbolique. On démarre un podcast sur le mariage, on démarre le mariage avec des préparatifs tout simplement. Donc rassurez-vous, ce ne sera pas tout le temps comme ça. Là c'est uniquement pour les 3 premiers épisodes. Après je compte parler de différents sujets qui interviennent à différents stades des préparatifs. Je ne compte pas me restreindre à suivre une ligne linéaire, de suivre d'un an avant le mariage à la veille. Je pense que ça me restreindrait un peu trop si j'ai envie de parler de sujets différents, si j'ai des nouvelles idées qui popent un peu dans ma tête au fur et à mesure de mon avancée. Donc voilà, il s'agit juste de l'introduction et ensuite nous aurons l'occasion d'aborder plein de sujets différents, plein de thèmes différents. Je pourrai répondre à toutes vos questions si vous en avez. Donc voilà, ça s'annonce déjà comme étant super. C'est donc tout naturellement que le sujet de cet épisode de podcast s'est imposé à moi et donc aujourd'hui j'ai choisi d'aborder avec vous les étapes. Qu'est-ce que vous devez faire pour bien démarrer les préparatifs de votre mariage? Comment faire pour que les préparatifs de votre mariage se déroulent comme sur des roulettes et qu'ils vous amènent tout doucement au jour de votre mariage qui sera le plus parfait et le plus à votre image possible? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Avant de creuser un peu plus le plan d'action que je vous propose, j'avais envie de revenir sur un point essentiel que vous pouvez peut-être vous demander, à savoir, mais pourquoi est-ce que c'est important de bien préparer ces préparatifs de mariage? J'ai identifié 3 raisons à cela. La première, c'est que ça va vous permettre de gagner du temps. Là, vous allez peut-être vous dire à la fin de l'épisode que c'est peut-être un peu contradictoire puisque les étapes que je vais vous présenter vont prendre du temps et donc vous allez peut-être vous dire mais le faire maintenant ou le faire pendant les préparatifs, qu'est-ce que ça change? Eh bien pour moi ça change énormément de choses. Déjà parce que si vous prenez le temps de vous poser, que ce soit une journée, une après-midi, une semaine ou je ne sais quoi, tout le temps qu'il vous faudra et que vous prenez vraiment le temps de bien définir toutes les étapes que je vais vous présenter, vous n'aurez à le faire qu'une seule fois, vous n'aurez plus jamais à y retoucher. Vous aurez tout à disposition et vous n'aurez plus qu'à dégainer les différents éléments que vous aurez fixés dès que vous en aurez besoin. Pour moi un autre avantage de le faire dès le départ, c'est que du coup vous pouvez disposer de tout le temps nécessaire pour vraiment vous fixer sur ces éléments et vraiment être sûr qu'ils correspondent le plus possible à votre vision du mariage idéal. Parce que pour moi, le danger de le faire au fur et à mesure des préparatifs, c'est que peut-être vous allez avoir des contraintes de temps. Par exemple, si votre traiteur vous demande qu'est-ce que vous voulez pour votre repas de mariage, si vous avez des préférences ou pas, si vous n'avez pas pris le temps juste de vous poser, ne serait-ce qu'1 ou 2 minutes, et de mettre des mots sur ce que vous souhaitez, vous allez peut-être devoir faire dans la précipitation, vous allez être stressé et vous allez peut-être lui dire n'importe quoi juste parce qu'il fallait lui donner une réponse. Voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est important de s'y mettre le plus rapidement que possible, comme ça vous les avez, vous avez tout bien défini, vous n'avez plus à le refaire et ça va vous faire gagner un temps monstre puisque dès qu'un prestataire vous demandera ce que vous imaginez pour tel ou tel truc, vous n'aurez juste à ressortir ce que vous aurez noté et vous pourrez lui transmettre, ça va faciliter le travail de tout le monde, surtout si c'est
très détaillé, mais là encore ce n'est pas obligatoire. Patience, nous allons y revenir. Un autre point qui découle du fait que vous aurez tout le temps nécessaire pour bien vous centrer, c'est que du coup, vous allez avoir une meilleure vision de tout ce que vous voulez ou non pour votre mariage. Je m'explique. Dans tous les cas, j'imagine que vous le fassiez maintenant ou après, vous finirez probablement avec le mariage de vos rêves, avec un mariage qui respecte vos envies, vos passions, vos objectifs, etc., etc. Sauf que ça rejoint un peu ce que je vous disais il y a quelques minutes. L'avantage de le faire avant, c'est que vous êtes bien fixé sur ce que vous souhaitez et ça va vous empêcher en fait de faire des craquages en cours de route pour craquer pour des choses que vous ne voulez pas, pour des choses que vous n'avez pas besoin. Vous allez vraiment rester centré sur votre objectif, sur ce que vous voulez et ça peut non seulement vous faire économiser du temps, mais aussi vous faire économiser de l'argent. Si vous avez un cahier des charges très strict, très précis, vous savez que tout ce qui ne rentre pas ne peut pas être pris en compte. Et avec les éléments que vous avez sous la main, vous n'avez plus qu'à passer à l'action. Alors évidemment, je ne pense pas que ce sera possible de définir entièrement tout ce que vous souhaiterez dès vos fiançailles, par exemple, puisque le monde du mariage est quand même quelque chose d'assez vaste. Vous pouvez faire énormément de choses pour votre mariage et puisque vous n'êtes pas une experte, je ne pense pas que vous puissiez avoir idée de tout ce qui peut se faire dans le milieu du mariage. La preuve, même nous, professionnels du mariage, nous apprenons notre métier constamment, nous découvrons de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire constamment. Mais ça va déjà vous permettre de partir sur une bonne base, de déjà avoir une première idée de ce que vous souhaitez pour votre mariage, de comment vous imaginez le mariage de vos rêves. Ça va aussi aider vos prestataires à rapidement se mettre au travail, à vous proposer des idées, et tout simplement aussi vous serez moins stressé puisque vous y avez déjà pensé, vous n'avez plus à refaire ce travail. C'est donc le dernier point que je voulais aborder aussi concernant les avantages qu'il y a pour moi à bien préparer ces préparatifs de mariage. C'est que du coup ça va diminuer votre charge mentale mais à une vitesse incroyable parce que vous allez vraiment vider votre cerveau, vous allez vraiment noter tout ce que vous souhaitez, tous vos critères, ce qui vous déplaît, ce que vous voulez absolument, vos impératifs, etc. Vous allez tout noter et non seulement ce sera tout noté, donc vous avez juste à mettre la feuille ou votre dossier sur ordinateur quelque part où vous êtes sûr de le retrouver et vous n'avez plus à vous dire mais est-ce que je devrais faire ça ou ça. Vous avez noté toute votre trajectoire, tout ce que vous avez à faire, c'est noté dans un coin, vous n'avez plus qu'à le ressortir quand vous en avez besoin, donc vous n'avez plus besoin de repenser à tous ces éléments, vous avez juste à vous en souvenir et à faire en sorte de donner vie à vos projets, à vos idées. Maintenant que je vous ai exposé à peu près les avantages, donc j'espère que vous êtes convaincus que c'est important de donner de l'importance à la phase préparatoire de vos préparatifs de mariage. Maintenant, je vais vous expliquer plus en détail les étapes que je vous conseille de respecter avant de vous lancer dans vos préparatifs de mariage. La première, il s'agit évidemment de fixer la date. C'est évident, mais je tiens à le rappeler parce que si vous ne choisissez pas de date, c'est limite impossible d'arriver à organiser quoi que ce soit. Pour moi, vous ne pouvez pas commencer vos préparatifs sans déjà savoir ou à la rigueur avoir une idée de quand vous souhaitez que votre mariage ait lieu. Et où et si, mais ça on en reparlera plus tard. Donc là, c'est un conseil que je vais vous donner à chaque étape, mais vous n'êtes pas obligé de choisir votre date rapidement, sauf si vous souhaitez un mariage express. Il faut avant tout que vous arriviez à choisir une date qui vous arrange le plus et si possible vous permettre d'avoir le plus d'invités possible en fonction du nombre de personnes que vous souhaitez inviter. Voilà, si jamais par exemple vous êtes fiancé mais que vous ne souhaitez pas vous marier tout de suite parce que vous attendez d'avoir une meilleure situation, vous êtes encore étudiante ou juste vous savez que ce ne serait pas possible pour des raisons budgétaires ou d'autres raisons mais que vous savez que vous voulez vous marier plus tard, vous pouvez vous poser cette question, déjà commencer à réfléchir à des créneaux, des dates qui pourraient vous convenir et au fur et à mesure que vous avancez, vous décidez et vous fixez sur une date. Mais comme vous le savez, la plupart des préparatifs de mariage se déroulent sur un délai de 12 à 18 mois avant le début du mariage. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille dans la mesure du possible de choisir une date minimum à 12 mois de la date où vous allez commencer vos préparatifs. Comme ça vous allez pouvoir prévenir les personnes que vous souhaitez inviter et vous allez pouvoir leur permettre d'anticiper sur l'année suivante et se réserver des jours pour qu'ils puissent assister à votre mariage. Comme ça vous prémunissez des éventuels « Ah bah non mais j'ai mes vacances de prévues, j'ai ci ou ça de prévu » puisque vous les avez prévenus suffisamment à l'avance, puisque en général les plus prévoyants d'entre nous essaient de prévoir leurs vacances sur l'année suivante à peu près 6 à 12 mois avant. Bon, 12 mois c'est un peu les personnes comme moi et qui aiment bien avoir une vision à long terme,
mais je pense que 6 à 12 mois, ça reste quand même un délai assez raisonnable. Concernant le choix de la date en elle-même, je pense qu'il y a énormément d'éléments qui rentrent en jeu. Déjà, vos préférences. Est-ce que vous avez envie de vous marier à une période particulière de l'année? Par exemple, la date de votre rencontre, la date de vos fiançailles, la date où vous avez emménagé ensemble. Bref, une date qui soit assez symbolique pour vous. Vous pouvez aussi la choisir en fonction de vos impératifs. Par exemple, en fonction de votre travail, est-ce que vous savez qu'il y a une période de l'année où vous ne pourrez pas prendre de congé parce que c'est une période importante de votre entreprise et ils veulent que tout le monde soit présent. Enfin, moi, c'est mon cas vu que je travaille en grande distribution. Ce n'est pas conseillé de prendre des congés sur la période de Noël et Nouvel An, puisque c'est une période qui est très importante pour nous. Donc c'est pour ça que je tenais à vous le dire, si jamais c'est aussi le cas de votre entreprise, ou si au contraire vous savez qu'il y a des périodes qui sont plus propices, où vous pourrez plus prendre des congés qu'à d'autres périodes. C'est aussi une question que vous pouvez vous poser. Il y a évidemment le choix de la saison, qui rentre énormément en compte, puisque je ne pense rien vous apprendre en vous disant que l'été est considéré comme la saison des mariages. En moyenne, j'ai réussi à trouver quelques chiffres, en moyenne 60% des couples choisissent de se marier l'été, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous marier en dehors de la saison estivale. C'est vrai qu'il y a un peu souvent ce préjugé sur les prestataires du mariage, les wedding planners et autres, comme quoi on a une grosse saison l'été, mais qu'après le reste du temps on ne fait rien. C'était peut-être pour vrai il y a quelques années, mais c'est de plus en plus faux, puisqu'il y a quand même... Il y a quand même 40% de couples qui choisissent de ne pas se marier en été, donc ils se marient bien une autre période. Donc s'ils veulent engager des wedding planners, des traiteurs, des salles de réception, etc., il faut bien qu'il y ait du monde aussi pour répondre à la demande. Mais c'est vrai que l'été c'est souvent considéré comme la période idéale pour se marier, puisque logiquement il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, ça respire l'amour, ça brille, on veut que tout soit parfait. Pour nous le beau temps c'est synonyme de bonheur, voilà, on veut vraiment que tout soit parfait pour notre mariage. Mais se marier en été, ça peut aussi représenter un frein pour vous, notamment si vous habitez dans une grande ville, ou si vous souhaitez vous marier dans une grande ville ou proche d'une grande ville. Puisque en général, alors je ne dis pas que c'est général, je dis juste que c'est possiblement ce qui risque de se passer. Vous aurez peut-être plus de difficultés à bloquer une date, puisque logiquement il y aura peut-être plus de couples qui auront envie de se marier au même endroit que vous. Vous aurez peut-être des difficultés à bloquer des prestataires, à bloquer une salle, sauf si vous vous y prenez vraiment très en avance. Et surtout aussi un autre détail que peut-être vous avez déjà remarqué, c'est que puisque évidemment il y a plus de personnes qui souhaitent se marier en été, en général les prestataires de mariage font payer plus cher qu'en dehors de la saison. Voilà, c'est tout le principe de l'offre et la demande, voilà, pour revenir sur des terres économistes qui transparaissaient déjà du premier épisode. L'offre doit s'adapter à la demande, donc effectivement, s'il y a plus de demandes, il y a moins de rareté, donc cela peut amener les prestataires à augmenter leur prix. C'est pour ça qu'un mariage hors saison peut peut-être être une piste à envisager, puisqu'il y a moins de demandes, les prix seront beaucoup moins élevés, donc si vous avez envie d'organiser un mariage à petit budget, ça peut être une bonne solution. Et ce n'est pas parce que vous allez vous marier en automne, au printemps ou en hiver que vous allez forcément avoir un mariage moche. Enfin, je pense surtout à vous pourrez regarder des shootings d'inspiration de mariages qui ont eu lieu en hiver. Vous pouvez voir que si jamais toutes les étoiles sont alignées, que vous avez les bonnes conditions météorologiques, ça peut être un mariage aussi beau qu'un mariage d'été. Et enfin, il y a évidemment le jour qui rentre en compte dans votre choix. Évidemment, vous le savez, le samedi, c'est comme l'été, c'est considéré comme le jour de prédilection pour les mariages. Parce que c'est le week-end, en général on ne travaille pas, on peut réunir plus de personnes qu'en semaine, mais techniquement il y a aussi les mêmes inconvénients que si vous choisissez de vous marier en été. Vous allez peut-être avoir plus de difficultés à bloquer une date, à bloquer des prestataires, à bloquer un lieu, puisque beaucoup de couples vont vouloir se marier le samedi. Et aussi, les prestataires facturent beaucoup moins cher si vous vous mariez en semaine par exemple. Donc ça peut être intéressant de se pencher pour cette solution, même si le plus compliqué dans ces cas-là, ça va peut-être rester de réunir vos invités, réunir suffisamment de monde pour votre mariage. Ensuite, je vous l'avais teasé il y a quelques minutes, mais après la date, il y a évidemment le lieu, ou dans ce cas précis, le secteur au moins où vous souhaitez vous marier. Avant de vous mettre à la recherche de la salle idéale, vous pouvez délimiter le secteur géographique où vous souhaitez vous marier, où vous souhaitez organiser votre réception, etc. Donc ça peut être un 20, 30, 50 km de chez vous, de chez vos parents, c'est vous qui décidez. Mais sachant, et je tiens à l'apporter à votre connaissance, qu'en France, vous n'avez pas la possibilité de vous marier n'importe où. Il y a quelques règles à respecter, et ces règles, je vais vous les présenter
tout de suite. Pour choisir déjà le lieu où votre cérémonie à la mairie aura lieu, puisque je vous le rappelle aussi, mais à l'heure actuelle, le mariage à la mairie devant le maire est le seul mariage considéré comme légal en France. Vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous vous mariez dans votre commune d'habitation ou dans la commune où réside votre conjoint. Donc pour cela, il faut que vous y résidiez depuis plus d'1 mois et il faut que ce soit votre résidence officielle, c'est-à-dire que ce soit l'adresse qui figure sur vos papiers officiels, par exemple les impôts, vos factures, etc., etc. Vous pouvez aussi vous marier dans votre commune de résidence. Et si vous pensiez que c'était pareil que la commune d'habitation, il y a une petite nuance, sachant que la commune d'habitation, donc c'est votre résidence officielle, votre commune de résidence n'est pas forcément votre résidence officielle. Il faut juste que ce soit un lieu où vous résidez de manière stable, par exemple une résidence secondaire, mais ce n'est pas obligatoire que ce soit votre résidence officielle. Par contre, si vous choisissez de vous marier là où vous avez votre résidence secondaire, vous devez y habiter continuellement au moins pendant le mois qui précède la publication des bans. Donc voilà, c'est une petite règle, une petite nuance que je voulais apporter à votre connaissance. Et enfin, vous pouvez choisir de vous marier là où au moins l'un de vos parents habite, donc que ce soit vous, que ce soit votre conjoint, sachant que le lieu que vous allez inscrire sur votre dossier de mariage sera automatiquement vérifié. Donc vous pouvez pouvoir justifier que vous ou un de vos parents habite dans la commune souhaitée. Voilà, je prends un exemple pour peut-être vous puissiez mieux vous imaginer ce que c'est. Alors par exemple, moi j'habite à Toulouse. Admettons, je veux me marier avec quelqu'un qui réside à Perpignan. Donc moi, ma mère habite à Lyon et mon père habite dans une petite commune de la Drôme qui s'appelle Mirabel-et-Blacon, et admettons les 2 parents de mon fiancé habitent à Bordeaux. Cela veut dire qu'on aurait le choix de se marier entre Toulouse, Perpignan, Lyon, Mirabel-et-Blacon et Bordeaux. Là voici juste un exemple général et je n'ai pas inclus si on avait des résidences secondaires et autres. Et sachant aussi que c'est plus simple de trouver un lieu de réception qui soit proche du lieu de votre mairie, non seulement pour vos invités s'ils ne connaissent pas le lieu, ce sera plus simple pour se déplacer, mais aussi d'une façon éco-responsable, puisque je vous l'ai dit dans le premier épisode, le transport c'est ce qui représente le gros de la pollution générée lors d'un mariage. Donc si vous pouviez trouver un lieu qui soit assez proche et qui corresponde à ce que vous voulez pour votre mariage, alors là, vous avez tout gagné, félicitations. Le thème, justement, parlons-en, puisque c'est le 3e point sur lequel je vous conseille de vous fixer avant d'entamer les préparatifs de votre mariage. Donc, qu'est-ce qu'un thème? Alors, pour moi, un thème, ça reste quand même assez compliqué à définir, un peu comme le mariage éco-responsable dont je vous parlais dans le premier épisode, puisque ça revient un peu au même pour moi, c'est-à-dire que chaque personne peut y inclure les éléments qu'il le souhaite dans sa définition, et peut-être que sa définition ne sera pas la même que celle de son voisin par exemple. Donc pour moi, un thème, donc si je vais m'essayer à définir, je dirais plutôt qu'il s'agit d'une aura, d'une ambiance, d'une émotion que vous souhaitez transmettre à vos invités. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir une ligne directrice, puisque c'est notamment autour de ça que vous allez devoir choisir toute votre décoration, votre ambiance, vos couleurs, etc. pour que ça puisse concorder avec votre vision initiale. Encore une fois, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs façons de choisir un thème de mariage. Donc vous pouvez choisir en fonction d'un style, donc que ce soit champêtre, baroque, romantique, etc. Vous pouvez choisir en fonction d'une de vos passions. Admettons, vous adorez les super-héros, les films Marvel, vous pouvez organiser votre mariage autour de ce thème. Ou si vous êtes un fan de basket, vous pouvez organiser un mariage autour du basket, c'est possible aussi. Et par exemple, vous pouvez aussi choisir une couleur ou une combinaison de plusieurs couleurs. Donc organiser un mariage autour de la couleur lilas, autour des couleurs rose et bleu, je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Donc là, c'est juste un exemple, j'imagine qu'il y a plein de façons de choisir un thème de mariage, et que forcément peut-être que vous n'allez pas avoir la même façon de choisir que la mienne. Sachant que pour moi ce n'est pas obligatoire de choisir un thème de mariage si vous n'en avez pas envie, si vous n'avez pas l'inspiration, ou si vous n'avez pas envie de vous restreindre, que vous avez vraiment envie d'être créatif pour votre mariage, mais ça reste tout de même important de bien définir tout ce que vous souhaitez ou non, et faire un lien avec la première partie, pour éviter de vous perdre,
donc d'augmenter votre charge mentale, vous éparpiller dans tous les sens, à réfléchir pendant des heures si oui ou non vous souhaitez un tel élément pour votre mariage, et à la fin vous faire gagner du temps et de l'argent, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez prendre le temps de tout définir, et une fois que c'est fait, vous n'aurez juste à vous référer à cette liste pour savoir si vous devez acheter, vous procurer tel élément ou un autre élément. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, j'avais fait tout un live Instagram à ce sujet, donc autour du choix du thème, mais aussi plus largement la construction de votre moodboard de mariage, qui va vraiment présenter et vous aider à canaliser vos idées pour choisir la ligne directrice de votre mariage. Donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse d'aller y jeter un œil. Et nous passons au point numéro 4, qui, ce ne sera pas surprenant, sera de définir votre cahier des charges. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois au cours de cet épisode, mais voilà, ça y est, c'est le moment. Vous allez prendre le temps de définir tout ce que vous souhaitez ou non pour votre mariage. Bon, on a déjà parlé du thème, mais maintenant on va approfondir et parler de tout le reste. Quels sont les prestataires que vous souhaitez ou non. Donc, par exemple, vous pouvez absolument vouloir un bar à bière et ne pas vouloir un traiteur avec un service à table pendant 4 heures. C'est possible aussi, c'est un exemple. Du coup, on parlait du thème, mais c'est aussi le moment où vous pourrez à peu près choisir et dessiner le style de décoration que vous souhaitez et les éléments. Par exemple, si vous souhaitez des rubans de partout sans aucune fleur, si vous souhaitez des paillettes, des strass, etc. Vous pouvez aussi vous demander quels sont les types d'animations que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez des animations, des dégustations culinaires? Est-ce que vous souhaitez des magiciens, etc. etc. Vous pouvez aussi vous poser la question au niveau de vos tenues. Donc j'imagine que peut-être vous avez déjà commencé à zioter à droite à gauche pour commencer à choisir votre robe de mariée. Et vous pouvez commencer à vous demander quels sont les éléments que vous voudriez retrouver dedans. Est-ce que vous voulez qu'elle soit longue, courte, avec des manches, sans manches, de la dentelle, sans dentelle, avec un voile? Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Une question aussi que je vous conseille de vous poser, c'est vraiment essayer de mettre des mots sur ce que vous incluez dans votre définition de votre mariage idéal. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous allez définir le mariage de vos rêves? Quels sont les mots qui vous viennent en tête pour décrire ce que vous souhaitez? Donc ça peut être intimiste, luxe, que ça pète de partout. Voilà, ça peut être des mots au niveau de la décoration, de l'ambiance. Peut-être que vous avez des idées de menu de mariage déjà, donc vous pouvez tout mettre dessus. Vraiment, je vous encourage à ne vous mettre aucun filtre, à vraiment écrire tout ce que vous souhaitez et à la rigueur faire un tri si besoin, et bien vous fixer sur ces points-là avec votre conjoint. Un autre point, c'est du coup définir qu'est-ce qui vous inspire. Quand vous tapez des mots comme mariage sur Pinterest ou autre, quelles sont les images qui vous donnent envie, ou au contraire quelles sont les images qui ne vous donnent pas envie. Et enfin, est-ce que vous avez vu des choses, que ce soit des mariages à la télé, dans les films, les séries, ou même au mariage de vos proches? Est-ce que vous avez déjà pu voir, expérimenter des choses qui vous plaisent, que vous aimeriez bien reproduire, vous inspirer pour votre propre mariage, et au contraire des choses qui ne vous plaisent pas du tout et que vous ne voulez absolument pas retrouver. Voilà, cette étape, c'est un peu comme une étape de brainstorming, c'est-à-dire que vous allez vous servir de cette base et vous allez vraiment noter tout ce qui vous passe par la tête. Vous allez éventuellement faire le tri plus tard si vous avez besoin de vous y repencher dessus à tête reposée pour vraiment prendre des décisions. Et vous pouvez aussi en profiter pour déjà commencer à réfléchir et vous fixer s'il y a des choses qui sont absolument non négociables, que vous voulez à tout prix pour votre mariage, celles pour lesquelles vous allez réfléchir un peu, celles pour lesquelles vous pouvez vous laisser une marge de manœuvre. Donc dans ce cas-là, vous pouvez vous demander quelles sont les alternatives qui sont possibles, et aussi définir du coup tout ce que vous ne souhaitez pas, sur lequel ce n'est pas négociable. Vous ne reviendriez pas sur votre décision dans tous les cas. Donc je le répète, mais c'est important pour moi aussi de vous le dire, ce n'est pas obligé d'être tout figé dès le départ, sachant que vous ne savez pas tout ce qui se fait dans le milieu, et que votre vision, vos idées vont probablement s'affiner au fur et à mesure que vous allez faire des recherches, et même au fur et à mesure que vous allez être guidé par des prestataires qui, logiquement, savent ce qu'ils font et qui seront les meilleures personnes pour vous conseiller sur ce qui pourrait bien rendre ou non pour votre mariage en fonction de vos souhaits et de vos envies. 5e étape est une étape très importante, donc s'il y a une étape que vous ne devez pas négliger, c'est absolument celle-là. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous déterminiez votre budget. Donc peut-être que vous avez fait une liste avec toutes les dépenses que vous allez devoir faire pour votre mariage, et donc il va falloir que vous fixiez des directives, que vous fixiez ce que vous voulez dépenser, combien, etc., etc. Donc là, encore une fois, ce n'est pas obligé d'être fixe, puisque
vous ne savez pas tout ce qui se fait dans le monde du mariage et donc vous ne savez pas quel serait le prix idéal pour une telle prestation. Mais d'un autre côté, ce n'est pas non plus obligatoire de passer des heures à regarder les prix de tous les prestataires et les noter. Pour moi, c'est contre-productif parce que déjà tous les prestataires ne notent pas leur prix sur leur site et donc ça représenterait une grosse charge de travail que de devoir contacter tous les prestataires de votre région pour leur demander des devis, pour pouvoir comparer tous les prix. Ça, pour moi, vous perdrez plus de temps que vous allez en gagner. Ce que je vous conseille pour cette étape-là, c'est essayer de faire des estimations. Donc, vous pouvez regarder quelques sites, voir s'ils affichent leur prix et ce qu'ils peuvent inclure dans leurs prestations, voir si ça peut correspondre à ce que vous souhaitiez. Mais vous pouvez aussi lire des articles. S'il y a des articles spécialisés, des blogs de mariage dans votre région, vous pouvez aller les lire, voir si vous y recueillez quelques informations. Vous pouvez aussi vous tourner vers des forums, vers des groupes Facebook de mariés de votre région. Si vous avez des proches qui se sont mariés pas loin de vous, vous pouvez leur demander quel type de prestations ils ont eu, qu'est-ce qu'ils ont payé, qu'est-ce qu'ils ont eu dedans, etc., etc. Pour déjà commencer à vous faire une idée de ce à quoi vous pourriez prétendre avec votre budget et avec ce que vous voulez comme type de prestation. Une autre question qu'il va falloir vous poser à ce stade, c'est ok, vous avez établi ce que vous vouliez, les dépenses que vous vouliez, mais comment est-ce que vous allez faire pour financer tout ça? Par exemple, vous pouvez vous demander combien de pourcentage de mon salaire, combien d'euros je peux mettre par mois pour aider à financer le mariage. Est-ce que vous avez des économies de côté? Peut-être que vous avez déjà commencé à économiser pour vous permettre d'avoir un plus grand budget pour votre mariage. Est-ce que vos proches peuvent vous aider? Est-ce que vous allez avoir des primes, des 13e mois? Est-ce que vous seriez disposé à les inclure dans le budget de votre mariage? Voire même, est-ce que vous pourriez être tenté à l'idée de faire un crédit pour vous aider à vous payer tout ça, même si j'avoue que ce n'est pas forcément une solution que je vous recommande, puisque je ne pense pas que vous ayez envie de vous endetter pour votre mariage, surtout qu'en fonction du crédit, de la banque, des solutions que vous allez choisir, les taux d'intérêt peuvent être très 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 élevés. Donc ça peut être aussi une solution, mais dans ce cas-là, il faut que vous y alliez avec énormément de prudence. Pour moi aussi, un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que c'est quand même important de se laisser une marge d'erreur. D'où pour moi l'importance de suivre régulièrement son budget. Idéalement, à chaque fois que vous allez faire une grosse dépense, à chaque fois que vous recevez un devis, vous regardez si ça correspond à votre budget, vous regardez si vous pouvez l'adapter ou non, si c'est un poste prioritaire pour vous, auquel vous êtes disposé à mettre plus d'argent pour que le budget de votre mariage n'augmente pas. Est-ce que vous avez d'autres dépenses que vous pouvez réduire? Et pour moi, c'est aussi important du coup de noter toutes vos échéances de paiement avec vos prestataires. Donc si vous payez en 3 fois, 4 fois, la compte, les dates, le moyen de paiement, etc. pour que vous puissiez anticiper, prévoir les paiements, vous dire bon, à telle date je dois ça à un tel, donc je vais le prévoir. Et avoir suffisamment de recul pour pouvoir pallier à un manque si besoin. 6e étape, et donc non des moindres, il va falloir que vous définissiez le rétro-planning de vos préparatifs de mariage. Normalement à ce stade, vous avez une liste plus ou moins définie de tout ce que vous devez faire entre le début de vos préparatifs et le jour J. Et bien maintenant votre mission, ça va être de répartir tout cela sur le temps dont vous disposez, dans le but que vous ne fassiez pas tout en même temps, de vous alléger et éviter de vous retrouver submergé par tous vos préparatifs et prendre un retard monstre que vous ne pourrez peut-être pas rattraper. Ça va aussi vous permettre de mieux répartir votre temps en fonction aussi de vos impératifs personnels, puisque j'imagine que vous avez une vie à côté de votre mariage, que vous n'avez pas que votre mariage à organiser et que du coup vous souhaitiez aussi en tenir compte, ce qui est tout à fait normal. Donc à partir de ça, vous pouvez aussi voir si il est possible pour vous d'avoir un coup de main. Donc est-ce que vous allez solliciter vos proches pour vous aider sur certains points de préparatifs? Est-ce que vous allez faire appel à une wedding planner? Est-ce que vous allez tout faire avec votre chérie, etc., etc. Pour l'organisation en tant que telle, je dirais que globalement vous pouvez un peu organiser les choses comme vous le souhaitez, même si évidemment il y a des étapes qui sont obligatoires et que je vous encourage à respecter le mieux possible. Donc déjà au niveau administratif avec votre dossier de mariage,
en fonction de la commune où vous allez vous marier, vous allez devoir le rendre à une période précise, donc à un délai plus ou moins long avant votre mariage. Donc c'est pour ça que je vous encourage à vérifier auprès de la commune où vous allez vous marier, quel est le délai, quand est-ce que vous pouvez retirer le dossier, quelles sont les pièces justificatives dont vous avez besoin, et combien de temps avant le mariage, la publication des bans, vous devez le rendre pour que vous puissiez anticiper et ne pas vous retrouver pris de court par l'administratif. Un autre point important, et que je suis sûre que vous avez déjà dû voir au moins une fois, c'est que c'est essentiel pour moi de réserver la salle de réception avant de vous attaquer à la recherche d'autres prestataires, puisque déjà possiblement la salle de réception peut vous imposer certains prestataires. Donc dans ce cas-là, plus vous avez la date de réception, plus vite vous savez quels sont les prestataires qu'ils peuvent vous suggérer ou alors vous imposer, et vous pouvez orienter votre temps, vos choix, vos recherches en fonction de cela. Mais aussi, ça c'est surtout important pour la décoration. Chaque salle a été construite avec des formes différentes et vont avoir des besoins différents. Donc en fonction de la salle que vous allez choisir, vous allez peut-être avoir besoin de plus de décoration pour pallier à certains défauts, pour vraiment lui donner le style que vous recherchiez. Et peut-être qu'avec une autre salle, vous aurez moins de travail à faire, puisque le cachet de la salle est déjà unique et représente déjà tout ce que vous cherchiez. Et puis même en fonction des infrastructures, donc si la cuisine est assez grande pour votre traiteur, est-ce que vous pourriez installer une cabine de DJ pour le DJ, est-ce que vous pourriez avoir un groupe pour chanter à votre mariage, etc., etc. C'est pour ça que c'est important de bien choisir votre salle de réception dans les tout premiers, enfin voilà, prendre cette décision en tout premier dans votre mariage pour pouvoir vous organiser avec eux et voir comment est-ce que vous pourrez organiser un peu tout votre mariage autour de votre salle de réception. Et enfin, dernière étape, alors je ne me souviens plus déjà si je vous avais dit 6 ou 7 étapes concernant les étapes préparatives de vos préparatifs, mais dans ce cas j'avais peut-être dû oublier la dernière, importante aussi comme toutes les autres, et il va falloir que vous estimiez votre liste d'invités. Alors, évidemment, je ne vous demande pas de l'avoir figée, de l'écrire définitivement 12 mois votre mariage, puisque même jusqu'à la dernière minute, elle peut encore bouger. Donc s'il y a des désistements, des personnes qui vont vouloir inviter d'autres personnes, etc., etc. Mais c'est quand même important d'avoir une estimation, d'essayer de définir à peu près combien de personnes vous souhaitez inviter à votre mariage, puisque ça peut vous aider pour pas mal de choses, notamment lorsque vous allez devoir faire des devis avec certains prestataires, ils peuvent vous demander le nombre de personnes que vous comptez inviter à votre mariage et ils vous demanderont de leur communiquer le nombre, la liste finale à un certain délai, à un certain moment avant votre mariage pour qu'eux aussi puissent s'organiser et anticiper en fonction des réels besoins. Et un point dont je n'ai pas parlé dans le point numéro 6, mais ça va aussi beaucoup orienter le choix de la salle de réception puisque chaque salle a aussi une capacité différente, donc si vous choisissez une salle qui peut accueillir maximum 100 personnes pour un dîner, vous ne pourrez pas inviter 110 personnes, sans quoi il n'y aura pas assez d'espace et cela peut vite devenir dangereux si jamais il y a un problème. Donc là aussi à faire très attention donc. Ce que je vous conseille déjà pour quand même essayer d'estimer au mieux possible, c'est encore une fois de faire des listes. Donc pour ça, je peux vous conseiller de faire 4 listes. D'abord, sur une première liste, vous allez noter ceux que vous invitez d'office, les personnes sans lesquelles vous n'imaginez pas votre mariage. Une deuxième liste avec les personnes avec lesquelles vous hésitez pour une raison ou pour une autre, et vous allez y revenir dessus plus tard. Ceux que vous ne voulez pas inviter du tout. Et je peux peut-être vous conseiller de faire une 4e liste, mais optionnelle, pour les enfants, puisque notamment le traiteur peut vous demander combien de personnes, combien d'enfants vous allez inviter à votre mariage pour prévoir des repas, des choses spécialisées, spécifiques pour eux. Donc j'avais écrit aussi un article sur la constitution de votre liste d'invités où je vous donnais plein de conseils pour vous permettre de l'établir au mieux possible. Alors je vous l'avais aussi dans la description. Alors à la date du 10 juin, si vous écoutez cet épisode le 10 juin, je ne sais pas si vous pourrez le lire puisque comme vous le savez si vous me suivez, mon site est actuellement en maintenance pour cause de travaux, donc peut-être que vous ne pourriez pas y accéder, mais si vous écoutez cet épisode un peu plus tard, il y a de grandes chances que vous puissiez lire cet article et peut-être dans une nouvelle version qui aura été actualisée spécialement rien que pour vous. Donc je vous invite à aller y jeter un œil, mais de toute manière, si vous le souhaitez, c'est aussi un thème que je pourrais aborder dans un prochain épisode de podcast, puisque encore une fois, c'est un sujet qui est assez large et j'imagine qu'il y a encore plein de conseils qui existent pour vous aider à choisir au mieux possible et donc ça peut totalement faire l'objet d'un épisode de 20, 30, voire 40 minutes sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et ben voilà,
Ça y est, c'est fini, j'ai fait le tour des 7 points importants sur lesquels je vous conseille de vous fixer avant de démarrer quoi que ce soit dans vos préparatifs de mariage. Donc pour rappel, je vous conseille de vous fixer sur la date, le secteur où vous souhaitez vous marier, votre thème de mariage, votre cahier des charges, tous vos critères, votre budget, votre rétro-planning et enfin faire une estimation de votre liste d'invités. Donc ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vous mets les notes, je vous mets la retranscription de l'épisode en description, je vous mets les liens pour que vous puissiez y accéder. Vous aurez de quoi vous lancer sereinement dans vos préparatifs de mariage. Alors vous n'allez peut-être pas ressentir les effets tout de suite, mais j'espère que d'ici quelques mois, vous allez vous sentir plus sereine puisque vous aurez un plan d'action de A à Z qui va vous permettre d'avancer par petites étapes pour vous aider à atteindre votre objectif qui est d'avoir le mariage de vos rêves. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si ce que je vous ai appris vous a aidé, si vous avez réussi à le mettre en place ou sinon vous pouvez me le dire aussi. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit par mail, sur Instagram ou même en commentaire si c'est possible, et je prendrai un énorme plaisir à vous répondre. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente fin de semaine, et je vous dis à très vite pour un tout prochain épisode. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!